Salutations voyageurs, j'ai été agréablement surpris par vos retours presque tous positifs sur les vidéos concernant Avatar, même celles sur Korra où vos avis aussi différents soient-ils les uns des autres, étaient amenés sans aucune hostilité. On voit bien l'impact des enseignements d'Iroh, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui j'aimerais revenir sur un point volontairement omis lors de mes comparaisons entre les méchants de l'Asterbender et Korra, en particulier le fait que beaucoup considèrent les méchants de l'Asterbender, à l'exception de Zuko, manichéens et peu profonds, argument que j'ai moi-même utilisé pour ne pas créer plus de débats, vu que le sujet était avant tout les jeunes of Korra. Mais réparons maintenant cette injustice. Ozai n'est-il qu'un simple méchant manichéen sans profondeur, et Azula est-elle juste une fille tarée? Évidemment que non. Mais alors pourquoi Ozai est-il si sèchement cruel et pourquoi Azula, dès son enfance, apparaît comme un monstre sans cœur? Ozai ne veut que conquérir, c'est un empereur mégalo, cruel et sans pitié, et sa fille ne fait que suivre son chemin. Oui, mais pourquoi? Revenons en arrière. Ozai est le fils d'Azulon, que l'on ne voit pas souvent dans la série, mais que l'on sait dur et puissant, l'un des meilleurs maîtres du feu de son temps, plaçant le pouvoir au-dessus de tout. Ozai convoite le trône sans la moindre honte, sachant que celui-ci revient à Iroh de droit. Quand Iroh en vient à perdre son fils, Ozai tente de s'emparer du droit d'aînesse de son frère. Pour lui, Iroh avait changé, il était devenu faible. De son point de vue, ce qu'il avait perdu le rendait inapte au rôle de seigneur du feu. Azulon trouvait abject les propos de son fils à l'égard de son frère, si bien qu'il lui ordonna de perdre son fils également, afin d'éprouver la même douleur. Bien qu'il l'ait accepté sans trop sourciller, Ursa a permis de sauver la vie de Zuko en aidant Ozai à atteindre le trône en tuant son père. La suite, on la connaît. Là où Iroh est allé forger son expérience de vie lui-même en tant que général reconnu, Ozai, lui, a grandi avec l'image de son père, lui aussi grand maître reconnu, mais contrairement à son frère, il ne voyait que les résultats d'une vie au sommet du pouvoir, mais pas ce qu'il a fallu sacrifier pour l'obtenir, et par conséquent, sa vraie valeur. Aveuglé par ce pouvoir tant convoité et par ce qu'il restait à conquérir, il ne sortit pas pour autant lui-même mener les batailles, il resta là, dans l'ombre, commandant les attaques depuis le trône, augmentant son pouvoir. Et c'est cette figure paternelle qu'auront Zuko et Azula, le pouvoir chatoyant, inné, qui te revient de droit. Il n'y a pas de bien ou de mal, excepté ce que tu décides. Le camp que tu choisis le mérite simplement parce que tu en as fait le choix. Tu es le seigneur du feu, ce que tu choisis par définition est juste. Ursa, qui elle ayant eu une éducation différente, tente tant bien que mal de peser de l'autre côté de la balance, celui de la flamme bienveillante et sage, ne voulant pas que ses enfants se perdent dans le brasier infernal du pouvoir aveugle. Pour Zuko, cela réussit, lui étant un moins bon maître du feu que sa sœur, a pu trouver refuge en Ursa. Pour Azula, c'était trop tard. Elle qui est une prodige de la maîtrise du feu voit l'admiration dans le regard de son père. Là où Zuko, malgré ses efforts, ne trouve que du dédain, du début à la fin. Azula, guerrière et stratège par nature, ne veut pas perdre cette admiration et adopte les mêmes valeurs que son père, dans le but de toujours plus lui plaire. Quand on retrouve Azula plus tard dans la série, elle reste fidèle à elle-même, une surdouée de la maîtrise du feu qui produit une flamme d'une pureté incomparable, capable de trancher de la pierre d'un simple mouvement, là où d'autres maîtres du feu utilisent leur paume ouverte ou leur poing pour de simples flammes. Elle convoite le trône comme son père avant elle, mais elle y est déjà promise, son frère ayant été déshonoré et exilé. Elle ne se bat pas pour gagner quelque chose mais pour ne pas perdre ce qu'elle a. Là où Zuko veut capturer l'avatar pour retrouver son honneur et surtout l'estime de son père, Azula sait que si l'avatar ramène l'équilibre, elle n'aura jamais ce trône auquel toutes les nations obéissent. Le pouvoir est ce qu'il y a de plus précieux si elle ne pouvait pas l'avoir, que resterait-il? Son père conserverait-il cette lueur en la regardant si son pouvoir se révélait finalement inutile? En avançant dans la série avec la comète de Sozin, Azula peut enfin accéder au trône tant convoité. Après avoir trahi, manipulé et blessé des membres de sa propre famille, ça y est, le trône est à elle, enfin. Ozai, autoproclamé roi Phénix, lui aussi voit son rêve ultime se réaliser. Lorsqu'il affronte l'Avatar, toutes ces années à poursuivre la voie de son propre père Azulon se retrouve d'un coup libéré. Ozai est en transe, submergé par son pouvoir, il va enfin conquérir de ses propres mains, tel son grand-père avant lui. Mais lorsque vient son inévitable défaite face à l'Avatar, il perd les deux seules choses auxquelles il tient, sa maîtrise et son trône. Ozai n'a plus rien. Lui qui voulait gloire et puissance infinie se retrouve moins que rien en prison. Misérable. Là où son décès lors du combat final aurait effectivement amené à la conclusion manichéenne, c'était le méchant, il meurt en méchant, non. Ce que l'on retrouve à la fin, c'est un homme détruit, dépossédé, n'ayant jamais accordé d'importance à autre chose que ce qu'il vient brutalement de perdre. Azula, suivant le chemin de son père, se retrouve là où elle a toujours voulu être, mais elle n'est plus utile. Personne ne la regarde avec admiration. Elle est seule, et son père n'a plus besoin d'elle. Ce qu'elle percevait comme de l'amour et de l'admiration chez Ozai n'était en fait pas pour elle, mais pour ses capacités. Toutes les personnes ayant eu un tant soit peu d'affection pour elle, elle les a manipulées et trahies plusieurs fois. La seule personne qui l'aimait vraiment pour ce qu'elle était, sa mère, Azula l'a aussi rejetée. Si bien qu'au moment où tout se déconstruit dans son esprit, elle voit sa mère dans le miroir, et sa vue lui est insupportable. Elle, qui est une fine stratège, se rend compte du mensonge de sa vie et de son état actuel, de fille prodigue qui a sacrifié tous ceux qui avaient de l'affection pour elle, pour un père qu'elle n'a finalement jamais eu. Elle devient paranoïaque, personne n'est digne de confiance, tous des menteurs. Ce n'est pas possible, elle est où elle veut être depuis sa naissance et pourtant elle n'y arrive pas. Elle qui est au sommet de sa vie est en fait misérable aux yeux de tous. Son oncle et son frère qu'elle voyait faibles, eux sont heureux, eux ils ont ce qu'elle n'a pas.
Elle a consenti à des sacrifices dont elle ne mesure le poids que maintenant, et qu'elle n'accepte plus, pour n'être qu'une ombre de son père, lui-même aveuglé par la prestance de son propre père Azulon, dont elle porte la comparaison jusque dans son propre nom. Et c'est ainsi qu'on arrive à un des plus beaux moments de la série, le dernier Agni-Kai. Les rôles sont inversés, Azula est détruite, plus rien n'a de sens. Elle qui se bat habituellement avec précision et contrôle est brutale dans ses assauts. Plus de contrôle, attaque point fermé et paume ouverte, juste de la sauvagerie accompagnée de rires absurdes et d'une OST magnifique. En face, Zuko ayant trouvé sa place et par conséquent, n'ayant plus besoin de l'acceptation de son père ou de sa sœur, est calme et puissant. Azula a beau donner tout ce qu'elle a, elle perd, face à ceux qu'elle voyait faibles, ceux-là même qu'elle aurait pu battre sans problème. Si bien que lorsqu'elle se retrouve enchaînée, elle hurle, elle pleure. Elle qui aurait pu être une simple adolescente heureuse faisant tourner les regards sur l'île de Braise, se retrouve là, incapable de penser, incapable de se contrôler. La Azula qu'elle a toujours été n'existe pas. Deux parcours complètement différents, celui qui a dû expérimenter et endurer tous les côtés de la vie contre la surdouée ayant suivi les ordres d'un père qui n'en était pas un. Tel Hiro et Ozai avant eux, la convoitise face à la sagesse. Celle qui est née chanceuse contre celui qui a eu la chance de naître.